j'ai rien voulu faire spécialement, à part faire à manger d'abord pour moi et mes enfants. Et, et j'ai été obligé de m'adapter au terrain sans eau parce qu'il n'y avait pas d'eau et que je n'avais pas les moyens d'avoir des terrains qui avaient de l'eau. C'est ça. Parce que quand on n'a pas d'argent, forcément, on est obligé de se contenter des terrains dont personne ne veut parce qu'il n'y a rien qui y pousse. C'est pas compliqué. Sinon, on reste comme les rémistes à fréquenter le bistrot. Ouais. Et à rien faire. Et à rien faire. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, de par la vie, finalement, on se retrouve, comme vous dites, quoi. Euh, voilà, j'ai pas les sous éventuellement pour acheter un grand terrain quelque part avec de l'eau. J'ai une famille, il faut quand même que je la nourrisse. Et donc, comment je peux me débrouiller? Mais alors, comment tout ça peut arriver, quoi? Même si on ne peut pas raconter ça en quelques minutes, quelles sont les étapes finalement les plus essentielles, les plus importantes qui ont jalonné ce parcours de cette idée-là, il faut bien que je nourrisse ma famille. Je fais comment, quoi? Non, mais Qu'est-ce que j'ai eu comme éclair, comme idée, ça a beaucoup, mais si on veut, le truc c'est que j'ai jamais commencé par une théorie et vouloir appliquer une théorie. J'ai toujours commencé par faire et après j'ai essayé de comprendre pour pouvoir expliquer ce que je faisais parce que plein de gens me demandaient comment je faisais. C'est ça. Mais sinon, à la limite, ça ne m'intéressait pas. Oui. Ce qui m'intéressait, c'était de le faire. Hein. Mais je ne suis jamais parti d'une théorie pour essayer d'appliquer une théorie. Parce que ça en général, ça ne marche jamais. Voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des théories, ils essayent de forcer la nature ou les plantes ou les animaux ou quoi à faire à faire en sorte que leur théorie marche. Mais partir d'une théorie, c'est aberrant, quoi. C'est-à-dire que c'est un autre type de fonctionnement. Non, Mais on n'est mais pas sûr c'est finalement. aberrant parce que Ouais. si on y réfléchit bien, toutes les théories, c'est calculé avec notre cerveau. Et dans l'univers, on n'a même pas, tous les astrophysiciens sont d'accord pour dire qu'on ne peut même pas percevoir plus de 5% de ce qui existe dans l'univers. Le reste, on n'a même pas la moindre idée de ce que ça peut être. Et même, ça fait que même si on aurait toutes les connaissances, quelqu'un il aurait toutes les connaissances de tous les humains depuis le néolithique, et ben il connaîtrait toujours que 1% des choses qu'il y a dans l'univers, au maximum. Et encore, je suis bien gentil en disant 1%. Et ben ça fait que il n'y a qu'à essayer le cerveau, quand on raisonne avec le cerveau, ça marche en gros comme un ordinateur. Si on essaye de donner à un ordinateur 1% des données, il ne donnera jamais un calcul juste. Hein. Jamais. C'est pas possible. Donc forcément, tout ce qu'on peut réfléchir avec le cerveau, c'est des bêtises. La seule raison pour laquelle c'est pas toujours des bêtises, c'est que plus ou moins consciemment, on y rajoute des choses qui sont de l'intuition, qui sont des autres choses. Mais ce qu'on calcule avec sa tête, à part pour la comptabilité ou l'argent pour un banquier, hein, et ben c'est forcément n'importe quoi, c'est des bêtises. Et alors du coup, comment toutes ces intuitions se sont mêlées à la tête? En combien de temps? C'est quoi toutes les étapes de ce parcours pour aujourd'hui avoir créé quand même quelque chose qui est important? Oui. Moi, c'est important parce que c'est ma femme qui s'est occupée de faire. Sinon, moi, je faisais ça pour moi et mes enfants et c'est tout. Hein. Et c'est votre femme qui essaye de développer parce que c'est quand même intéressant ce que vous avez expérimenté. Pendant 30 ans, j'ai travaillé, j'ai fait de la recherche avec les plantes et tout ça. Et j'ai expérimenté. Et bon, ça marchait. Mais je travaillais à perte, en fait. C'est ça. Au niveau financier, en tout cas, je travaillais à perte. Ouais. Et pendant 4-5 mois par an, j'étais obligé de faire du bois de chauffage pour vendre, pour renflouer un peu les caisses vides. Parce que même si l'argent ne m'a jamais intéressé, il faut un minimum. Il faut un minimum pour vivre, quoi. Voilà. Et surtout quand on a des enfants, qu'il faut les habiller, les amener à l'école, les machins. Voilà. Donc,
En fait, c'est ma femme qui a décidé de commercialiser nous-mêmes et ce qu'on faisait. Tu vois. Et d'ailleurs, même maintenant, en fait, on vend au prix de revient. Quoi. Hmm. Et vous vendez sur Internet aussi, j'ai Oui, vu. mais Oui, c'est c'est super. Ouais. uniquement sur Internet. Ah, Parce que, uniquement sur Internet. quasiment, parce qu'il n'y a pas une personne sur 1000 qui vient directement sur place. Hein. Bah oui. C'est une sur 1000 ou 2000. Hmm. Oui, donc finalement, pendant 30 ans, toute l'expérimentation, et puis à un moment donné, hop, on travaille à essayer peut-être de développer, mais bon, c'est. Je Enfin, c'est comprends. pas moi, hein, Oui, oui, mais j'ai bien compris. c'est Rachel qui fait ça. J'ai bien compris. Et alors, oui, parce que là, du coup, on voit qu'il y a du monde quand même qui travaille. Oui. Donc, c'est quelle formule? C'est des gens, je sais pas, c'est des bénévoles, c'est Ah des ben, gens qui font, comment on ça? a tout le temps au moins 6 salariés. Ouais, Et plus, des fois, il y a des gens qui viennent juste pour aider une journée et voir pour ouais. voir comment ça se passe, ce qu'on Comment fait et ça tout ça. Quoi. fonctionne? Voilà. Hmm, Ou des stagiaires, ouais, mais c'est très rare en fait. ouais. Sur l'année, c'est rare. Et du coup, vous cultivez, alors ici, il n'y a pas que la tomate, enfin, vous cultivez Toutes les sortes de légumes. toutes sortes de légumes. Oui. Et donc, vous arrivez à les faire pousser, à faire des choses super, sans eau, c'est ça? Bah oui, pendant, Ou pas pendant, beaucoup? pendant 20 ans, on n'avait pas d'eau du tout. Hmm, Mais bon, pendant 20 ans, il y avait, chaque année, bon, il y avait au moins 6 mois de sécheresse. Parce qu'ici, c'est une zone un peu spéciale. Et chaque année, bon, l'année où il y a eu la moins longue en sécheresse, c'était 4 mois, sans une goutte d'eau. Mais en moyenne, il y a 6 mois sans une goutte d'eau. oui. Et là, cette année, ben, depuis presque début décembre, il n'a pas réellement plu. Et au printemps, il y a eu, au mois d'avril-mai, 2-3 pluies, une fois d'1 millimètre, une fois de 3 millimètres, mais ça mouille rien. Ça Ah mouille oui, l'herbe comme ça, mais ça mouille ça nourrit pas la même terre, pas un quoi. centimètre de terre, et Hmm, dessous c'est sec. hmm. Et 2 jours après, avec le soleil, hop, c'est comme s'il n'y avait pas tombé une goutte d'eau. Hein. Et même maintenant, là, il y a eu 2 orages, mais la terre était tellement sèche que ça a mouillé que 4-5 centimètres de terre. Hmm, En dessous, c'est complètement sec. Et au bout de quelques jours, c'est de nouveau complètement sec. hmm. Et donc, toute cette expérimentation, bah, au fil des années, ça a commencé à rendre au bout de combien de temps? De récolter, d'arriver à travailler de manière quand même Ah ben différente. Enfin, j'ai toujours bien ah, toujours. récolté. Hein. Ah, depuis le début. Il faut dire que depuis que j'étais enfant, j'ai fait des jardins. En fait, j'ai plus que 50 ans d'expérience. Quoi. Oui, Et vous nous disiez qu'à 2 ans déjà, vous saviez que vous vouliez une oui, ferme. mais j'ai commencé vraiment à faire des jardins quand Mm, j'avais 4-5 ans. Et mm. à l'âge de 6-7 ans, j'avais déjà un jardin de 300 mètres carrés. Ah oui. Et, et après, j'ai toujours agrandi. Quoi. Mm, Voilà. Et déjà à l'époque, quand j'avais 6-7 ans, eh ben, je gardais mes graines. Hein, déjà. mm. Voilà. Ce qui fait que d'ailleurs, c'est pour ça que j'en avais aussi des anciennes variétés, parce qu'à l'époque, il y avait Ah encore oui. pas mal d'anciennes variétés dans les années 60, 70. Il y avait pas mal d'anciennes variétés qui étaient encore dans le commerce. Mm, D'ailleurs, presque toutes les variétés, par exemple, de tomates qu'on a là, mm. elles étaient quasiment toutes dans le catalogue Villemorin de 1910, par exemple. Ah oui. Mais après, c'est dans les années 80 que ça a été, 70-80, ça a été éliminé du catalogue officiel, ça a disparu du commerce, Mm, et plus personne ne peut les trouver. Quoi. c'est ça. Voilà. Mais moi, je les gardais déjà avant. Et après, bon, j'ai travaillé aussi pour, comme j'ai commencé à être connu un peu, Mm. j'ai travaillé pour des petits semenciers en bio qui m'ont donné des anciennes variétés à reproduire. Et puis chaque fois, je les ai gardées. Et du coup, ça a fait que je me suis retrouvé avec 300 variétés de tomates et 150 variétés d'autres légumes. Mm. Alors, c'est vrai qu'a priori, on ne peut pas expliquer ça en quelques minutes, mais qu'est-ce qui fait, je suis curieuse, qu'est-ce qui fait quand même que ça peut fonctionner? Parce
Parce que, ok, l'intuition, évidemment, c'est l'essence de la vie. C'est si on suit ses intuitions, on peut réaliser probablement beaucoup de miracles. Que si on suit la tête, on reste dans des limitations. Et donc, qu'est-ce qui fait que il y a le truc magique qui fait que, voilà, sans eau, on arrive à connecter avec la terre et à. Ah ben déjà, il suffit de l'observer. Hmm. On regarde la nature, là, il y a plein de plantes, même quand il ne pleut pas depuis 8 mois et qu'il y a des canicules, même 50 degrés, et ben, il suffit de regarder dans les talus au bord des routes et tout. Bon, il y a bien de l'herbe qui est toute jaune et grillée, mais il faut savoir que l'herbe qu'on regarde là, par exemple, le long de la petite serre, là, il y a de l'herbe qui est toute jaune. Mais c'est normal qu'elle est toute jaune parce qu'en fait, c'est des graminées. Toutes les graminées, c'est comme le blé. Une fois que les graines sont mûres, ça devient comme de la paille. Donc ça, c'est normal. Mais par contre, les autres plantes qui ne sont pas des graminées, eh bien, il suffit de regarder dans les talus partout. C'est très très rare qu'il y en ait qui crèvent de soif. Donc, si toutes les plantes sauvages se portent parfaitement bien, même s'il ne pleut pas depuis des mois, il n'y a aucune raison que les légumes ne fassent pas la même chose. Oui, c'est-à-dire que finalement, la nature fonctionne très bien toute seule et c'est nous qui finalement finalement en modifiant la nature, après on crée des besoins, c'est comme dans tout finalement. Et du coup, on a besoin d'eau. C'est un peu un télo ce que tu racontes. C'est un peu un télo. Ah bon, bon. Oui. Bah. C'est pas exactement ça comme ça que ça se passe. En fait, le truc est beaucoup plus simple. Moi, je me suis juste demandé il y a une trentaine d'années comment ça se faisait que tout ce qu'on appelle des mauvaises herbes qui poussent toutes seules dans les jardins, enfin pas toutes, mais plus de la moitié de ce qu'on appelle des mauvaises herbes qui poussent dans les jardins, c'est tellement résistant que même quand on essaye de s'en débarrasser, tout le monde essaye de s'en débarrasser, on n'y arrive pas. Pourtant, c'était des légumes au Moyen-Âge. C'est des plantes non seulement comestibles, mais qui étaient cultivées au Moyen-Âge. Il y a 1000 ans, c'était ce que les gens cultivaient en Europe, ici en Europe, avant que Christophe Colomb ramène des trucs d'Amérique. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement résistant? Mais moi je me suis dit c'est simplement parce que les légumes qu'on plante et qu'on cultive actuellement, on les soigne, on les dorlote, chaque fois qu'ils ont soif on les ramène à boire, chaque fois qu'il y a une maladie on les soigne. Et puis depuis une centaine d'années, il y a des traitements chimiques qui font qu'on les soigne de façon encore bien plus performante si on veut. Mais en gros, c'est comme si on prend un enfant, qu'on le met sous antibiotiques depuis qu'il est bébé et sous une bulle stérile. Et à l'âge de 15 ans, on le sort de sa bulle stérile et on le largue dans la rue. Il va avoir du mal. Et ben, il va sûrement crever, hein, parce qu'il n'aura aucun système immunitaire, par exemple. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Et ben, les plantes, c'est ce qu'on fait. On les reproduit tout le temps en les soignant. Alors moi, je me suis dit, si on veut qu'elles soient aussi résistantes que celles qui ont été abandonnées, comme ce qu'on appelle les mauvaises herbes, il suffit de plus les soigner. Elles vont être obligées de développer des résistances et de se démerder. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Tout simplement. Tout simplement. Moi, du coup, de toute façon, c'est ce que je faisais déjà avant. Je suis parti toujours du principe qu'il faut nourrir la terre et faire en sorte que la terre soit fertile, mais pas nourrir les plantes. Une fois que la terre elle est fertile, eh ben, on plante des plantes et elle se démerde. Et puis ça a très bien marché. J'ai décidé même de jamais rien faire, même en bio, pour soigner les plantes. Elles ont développé des résistances au mildiou, à des tas de maladies, et aussi à la sécheresse par la force des choses, puisque sans eau, je ne pouvais pas arroser. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et d'un point de vue scientifique, c'est ce qui s'appelle les effets épigénétiques. Oui. Voilà. Mais c'est quasiment illimité. Parce que par exemple, il y a des chercheurs, il y a une dizaine d'années, qui ont découvert qu'un seul gène dans une plante de Drosera, qui est une plante carnivore là, qui gobe les mouches, et ben, un seul gène dans cette plante peut avoir jusqu'à 36 000 fonctions différentes et créer 36 000 protéines différentes. Alors vu la quantité de gènes qu'il y a dans les plantes, puisqu'il y a beaucoup de plantes qui ont le double de gènes que nous, et ben c'est quasiment, ça fait des milliards de possibilités. Alors même si la plupart des gènes pourraient faire que 1000 fonctions différentes, ça fait toujours des milliards de possibilités.
c'est quasiment illimité, la faculté d'adaptation des plantes. C'est ce qu'on appelle les effets épigénétiques, et puis en gros, ça veut dire tout ce qu'on ne comprend pas. Voilà. Et alors aujourd'hui, j'aime bien conclure un peu sur cette question des projets et de l'avenir. Comment vous voyez l'avenir pour... Comment, hein? Oui, 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 oui. pour ici, de manière générale, pour la culture, pour Bah, tout ça. Il n'y a pas que pour ici, hein. Il y a pour Ouais. l'humanité et pour Pour la planète, parce que l'humanité, oui. le problème, c'est que de toute façon, rien que par rapport à un truc, sans compter le réchauffement climatique, hein, sans compter ça, sans compter ce problème-là, déjà, par exemple, tous les experts de l'ONU et tous les gouvernements, ils ont mis tous les gouvernements du monde au courant que d'ici quelques années, il y aurait une famine mondiale. Pour une raison très simple, c'est que toutes les plantes cultivées actuellement, toutes les plantes de grande culture, même les légumes, toutes les plantes, ne produiraient au mieux que 20 ou 25% de ce qu'elles produisent actuellement s'il n'y a pas d'engrais phosphatés. Le petit hic là-dedans, c'est qu'il n'y a que 2 endroits au monde où il y a des mines de phosphate, c'est au Maroc et en Tunisie, et qu'elles sont presque épuisées. Donc, dans les années à venir, il va y avoir un moment où il n'y aura plus d'engrais phosphatés, parce que les mines sont presque épuisées et qu'il n'y en a pas d'autres au monde. Et là, il y aura une famine mondiale, parce qu'il n'y aura plus que le quart de ce qu'il y a à manger actuellement. Et famine mondiale, ça veut aussi dire guerre civile mondiale. Ça, il faut bien être réaliste. Voilà. Alors il faut rester Donc, positif et se non, dire non, oui. oui. Alors, évidemment, ça sert à rien de penser à quelque chose pour s'angoisser, pour le plaisir de s'angoisser, s'il n'y a pas de solution. Sinon, c'est même pas la peine d'y penser. La question, c'est qu'il y ait des solutions. Et déjà, ce raisonnement-là, il est complètement stupide, pour la bonne raison que dans les forêts naturelles, et partout dans le monde, c'est toujours les forêts naturelles qui produisent le plus de matière sèche à l'hectare, chaque année. On compare avec la même terre, la même géologie, un champ de maïs dans le Périgord, un champ de betterave sucrière au Danemark, de la canne à sucre au Brésil. Ce sont les plantes qui produisent le plus de matière à l'hectare chaque année. Et bien malgré les engrais, malgré l'irrigation, c'est la forêt naturelle où on ne fait rien qui produit le plus. Alors évidemment, la forêt, c'est pas forcément comestible, parce qu'on n'est pas des sangliers, on ne mange pas des glands, et on ne peut pas se nourrir que de glands en tout cas, et on n'est pas non plus des termites, parce qu'une grosse quantité de cette matière que la forêt produit, c'est du bois. On n'est pas des termites, on ne mange pas le bois. Mais à part ça, c'est quand même très intéressant de savoir que d'une part, c'est la forêt naturelle qui produit le plus, et qu'entre autres, personne n'y a jamais mis d'engrais phosphatés dedans. Ça veut dire que tout ce raisonnement de tous les experts de l'ONU est complètement idiot. Et là, on peut en revenir au sujet des semences, c'est qu'en fait, tous les semenciers, depuis une centaine d'années, depuis plus de 80 ans en tout cas, ont basé un de leurs principaux critères de sélection des semences sur ce qu'ils ont appelé la productivité, mais en réalité, ce n'est pas du tout la productivité, c'est la capacité des plantes à absorber un maximum d'eau et d'engrais chimiques, et entre autres du phosphate. Le résultat, c'est que les plantes cultivées actuellement, toutes les semences qu'on peut acheter dans le commerce, eh ben, si on ne leur met pas d'engrais phosphatés, elles ne poussent plus. Mais les anciennes variétés ou les plantes sauvages qui poussent dans les forêts et tout ça, elles sont tout à fait capables de mobiliser les traces de phosphate qu'il y a un peu partout sur Terre, même si c'est qu'à l'état de traces. Ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les plantes qui sont cultivées avec les semences des semenciers. Mais si on prend des anciennes variétés, non seulement elles sont capables de faire ça, et en plus elles sont aussi capables de se mettre en symbiose avec des mycorhizes, avec des racines de champignons, qui leur permettent d'assimiler avec 20 fois plus de force les minéraux ou l'eau. Bon, alors la solution, ici, c'est quand même déjà un début de solution, alors, chez vous. Bah oui, c'est une solution pour éviter qu'il y ait la moitié des gens qui meurent de faim et que l'autre moitié s'entretuent. Voilà, donc tout le monde doit aller sur le site internet du potager de vie
et se créer son petit potager, c'est déjà mieux. c'est hein. déjà mieux. Si tout Voilà. le monde faisait ça dans son jardin avec son petit potager, avec des bonnes semences, probablement qu'on éviterait d'aller vers un scénario de famine. Oui, oui. Non ? Voilà. Mais ici rajoutent les canicules, les sécheresses, le réchauffement climatique, que si ça continue comme ça, il y a quand même toutes les glaces du Groenland qui vont fondre et que les mers, dans ce cas-là, augmenteraient de 160 mètres de hauteur, ce qui fait qu'il ne resterait pas grand-chose dans la France, et surtout des terres cultivées. À suivre, hein. Ouais. À suivre positivement, on va essayer. Hein. You're the fire, you're the flare, you're the song inside my